La maladie est arrivée à un stade tellement important. Mais l'anecdote qui m'a le plus marqué, c'est d'avoir réussi à me qualifier au championnat du monde sur mon premier full Ironman. Puis là, j'ouvre la porte de ma salle de bain, je vois 2 médecins, 2 flics. J'ai collé une étiquette à la maladie en mode c'était pour les filles, pas pour les gars. Ouais. Et du coup, en plus, je pense que ça te mettait encore plus mal de Dans dire. la honte. Ouais, J'avais dans la honte alors exactement. que sur le moment, hein, maintenant c'est plus du tout le cas. Alors on se fait un petit comparatif mollet avant de partir. Vas-y. On va voir qui c'est qu'on a le plus. Ah mais tu peux pas... Elle me fume là, j'ai pas de mollet. On n'y est pas encore, on y est presque. Mais on va attaquer la descente. Ça va être. C'est là qu'on va rire ou pas? Moi je vais rire. Non, je sais pas, on verra. Je dis rien parce que. Fais le malin. Je me porte à Je t'ai dit quoi avant? Je fais le malin, tombe dans le rat. Mais... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouvel épisode de podcast et aujourd'hui je reçois un invité qui n'est pas très loin de chez moi, mais ça me tenait vraiment à cœur de t'inviter. Comme vous aurez pu le voir au titre de la vidéo, j'ai nommé de l'anorexie à Ironman et c'est pas pour rien que t'es sur cette chaîne-là aujourd'hui parce que on va parler de tes exploits sportifs, mais aussi d'où tu viens. Ça m'intéresse énormément. L'anorexie, c'est malheureusement un sujet qui m'a touché et qui t'a touché également. Mais je trouve très courageux en tant que garçon que tu viennes nous parler un petit peu de ce que t'as vécu. C'est vrai que malheureusement, c'est un sujet qui est un petit peu tabou aujourd'hui. On y va. Bon, ce qu'on vous a pas dit, c'est que j'emmène Julien dans la forêt. Aïe aïe aïe, ça va être On marrant. va voir ce que ça raconte un triathlète dans les bois. Pas grand chose je pense. T'as déjà fait du trail? Un petit... Non. On va dire non parce que courir sur route en montée c'est pas du trail. Elle va me mettre une caisse les gars. Pas On va sûr. voir si ça rigole toujours après la sortie. Je t'avoue que je me suis pas entraînée hier exprès pour être un minimum en forme. Ce sera à armes égales comme ça. Bon, c'est parti, on y va. Ça a envoyé du bois là. Et j'aimerais t'inviter là à te présenter en quelques mots. Donc, qui tu es, d'où tu viens, parle-nous un petit peu de toi. Bah écoute, merci pour l'invitation. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici présent pour discuter un petit peu. Trop content d'être là. En plus, il fait super beau dehors. Exactement. Notre sortie trail reportée. Mais bon, ça c'est qu'un petit détail. C'est qu'un petit détail, mais vous aurez l'occasion de nous voir courir ensemble dans cette vidéo. Exactement. On va voir si Poliane m'a mis une méga caisse ou pas. On va voir ce que ça vaut un triathlète sur un trail. Bah du coup, moi c'est Julien, j'ai 21 ans, je suis coach sportif, plus précisément dans le monde des sports d'endurance, et aussi je fais un petit peu de triathlon à mes heures perdues. Et puis avec une petite particularité, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est que je viens du monde un peu, du milieu de l'anorexie. Une maladie qui m'a touché, et puis on va être là pour en discuter un petit peu, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a construit, qui m'a potentiellement permis d'être là aujourd'hui pour discuter, donc trop content. Oui, effectivement, l'anorexie, c'est en quelques mots, c'est une maladie où on parle de troubles du comportement alimentaire. Et malheureusement, c'est aussi une pathologie qui peut nous amener à avoir une perte de poids vraiment extrême, allant même parfois malheureusement pour certains jusqu'à la mort. Et toi, tu t'en es sorti et tu avais aussi à cœur de partager ton parcours aujourd'hui. C'est vrai que je t'ai découvert sur Instagram par le biais de ton coach, Fabien, s'il passe par là. Big up Fab et force pour demain. Voilà, exactement. Bon, il l'aurait déjà fait au moment de la publication de la vidéo. Mais je t'ai découvert via ton coach sur Instagram que je suivais et c'est vrai que je trouvais ça fou déjà ce que tu fais. Surtout tu viens de la région, donc je me suis dit pourquoi pas t'inviter. C'est rare les petits créateurs suisses comme ça. Oui, c'est vrai, c'est rare, mais ça fait plaisir, je trouve d'avoir l'occasion et l'opportunité de partager, que ce soit une séance de sport ensemble et aussi autour de ce sujet-là qui est important. Donc bon, on est entré dans la forêt avec notre cher ami Julien. Ça marche pour l'instant. Avec ses petites Nova Blast. Promis, je vous le ramène en une pièce. Ou pas, faut pas lui dire ça encore. Voilà, donc là, on attaque avec 100 mètres de D+, pour commencer. Une bonne petite mise en bouche. Ça a commencé à quel âge tout ça? Faut savoir que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu une morphologie qui était un peu plus imposante que ce que la norme imposait. C'est-à-dire petit, tout maigrichon. Moi, j'étais assez grand, assez... on va dire, j'étais un bon bébé déjà quand j'étais petit, j'avais des bonnes petites joues, un peu comme mon grand-papa. J'ai toujours eu la morphologie un peu de mon grand-papa. Puis c'est vrai qu'au début, ça commençait par des petites remarques un peu à l'école ou dans le vestiaire au foot ou des petits trucs. Au début, des petites remarques qui peuvent être anodines, comme juste t'appeler par exemple patapouf, des trucs comme ça pour rigoler. Des trucs qui au début paraissent très anodines, mais après qui ressortent des années après. Je pense que c'est ce qui m'a un peu arrivé. On va dire, je pense que c'est là que tout a commencé, mais je m'en suis rendu compte
qu'après cette période difficile en fait que j'ai vécue avec cette maladie. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, les phrases qu'on marque au fer rouge dans notre esprit, et puis on se construit malheureusement autour de ça, et ça peut nous rendre malheureux et nous conduire à avoir certains troubles. Tu m'as dit que ça a commencé à 5-6 ans déjà, ce genre de questionnement, donc très très jeune. Donc déjà, dès tout petit dans l'enfance, tu te posais des questions sur ton physique. On va attaquer ta première petite descente. Tu vas me dire que je te sous-estime. En vrai, on voit pas du tout la profondeur. Je suis en Nova Blast, hein. Sur la vidéo, mais le secret dans la descente, c'est qu'il faut surtout pas te retenir. Donc tu vois, tu vas descendre simplement comme ça. Yes. Faut me poser la question. Et si t'as peur, tu me le dis, ok? Ça marche. Bah j'ai peur. Vas-y. En attaquant. Mais à tout moment, je me fais quelque chose. Hein. Non, enfin en attaquant, genre tu te dis que tu vas descendre le petit bout, quoi. Vas-y. C'est parti. Voilà, bien. Nickel. Quand t'entends ça dans la cour de récréation ou quand t'entends ça dans le vestiaire à la gym ou les trucs comme ça, t'as le rire jaune. Je crois que quand on fait une blague comme ça, tu rigoles, mais tu sais qu'au fond ça te fait mal. Et en fait, quand t'es petit, tu t'en rends pas forcément compte. Mais c'est après, quand il y a des remarques un peu plus qui viennent un peu plus tardivement. Quand tu grandis un petit peu, tu te rends compte de l'impact que ça peut avoir. J'ai souvenir de cette phrase une fois qu'on m'avait dit dans un bus en rentrant de l'école. Le bus était en panne en fait, si vous voulez, et puis les portes pouvaient pas s'ouvrir. Et puis c'est vrai que j'ai reçu une remarque en mode si le bus reste ici puis qu'on a faim, je mange Julien parce que c'est le plus gros. Mais t'étais en gros surpoids ou pas du tout, même pas? C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a des remarques alors que c'est même pas forcément. Mais moi je sais pas pourquoi quand j'étais petit on m'a toujours taillé sur mon apparence physique. Et c'est quelque chose qui m'a marqué finalement, qui est ressorti bien après. Et comme quoi, ça touche aussi les jeunes garçons et on se rend pas compte, mais cette maladie, j'ai l'impression qu'elle prend naissance vraiment dès très très jeune en fait. Ouais, et forcément sans s'en rendre compte, parce qu'au début, comme je l'ai dit, moi je rigolais, j'étais là, qu'est-ce qu'on se marre bien, et puis en fait je suis rentré chez moi, je pleurais. C'est au moment de ta construction personnelle en fait, que ça intervient, ces remarques, et c'est vrai qu'on a l'impression que on croit en fait. Ça te brise la confiance en fait sur le moment, et après ces remarques-là, je pense qu'elles sont réapparues plus tard dans ma tête, ce qui m'a amené en fait à m'autodétruire par la suite en fait. C'est fort le mot autodestruction, et malheureusement ça commence parfois très très jeune, et on a souvent l'impression que c'est une maladie qui touche que les femmes, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est de plus en plus détaboutisé si je peux dire ça comme ça, et c'est tant mieux parce qu'on prend conscience que ça existe, on prend conscience aussi de la valeur des mots quelque part, des fois même si c'est en plaisantant, en rigolant, ça peut impacter beaucoup plus que ce que l'on pense. Et je trouve que quand c'est autour du physique, ça touche vraiment nous, quoi. C'est bien. Il a dit qu'il est en zone 0. Notre enveloppe, le premier truc que l'on voit, c'est nous. Et c'est vrai que malheureusement, cette maladie, tout tourne autour de ça en fait. Quand on est victime. T'as l'impression d'avoir sombré à quel moment? Alors, il y a un élément déclencheur, c'est tout bête. Alors déjà, moi, pendant le Covid, du coup, c'est là où c'est revenu un petit peu. J'ai commencé à faire des pompes dans ma chambre avec les vidéos de Thibaut InShape et tout, juste pour. Je me suis dit, là, c'est le moment. T'as beaucoup de temps devant toi. C'est le moment de te construire un physique dont tu es fier. C'est un peu ce moment-là que j'ai commencé à faire des pompes dans ma chambre, des abdos, etc. Je commençais un peu la course à pied avec mon papa de temps en temps, mais rien de bien folichon. Et puis c'est vrai qu'un an après, rien à voir. Vraiment dans mon corps, je me sentais bien. J'avais atteint quelque chose qui me satisfaisait, pardon, et dans lequel je me sentais bien. T'avais pris une revanche sur le petit Julien. Ouais, mais après j'avais pas un physique non plus incroyable, mais par rapport à moi, je me sentais mieux dans mon corps. C'est quoi pour toi un physique incroyable? Non, mais comme on peut voir sur les réseaux sociaux, j'avais pas le physique type d'un mec qui fait de la muscu, juste un physique de gars qui est en forme, quoi. C'est une réussite pour un jeune de ton âge d'avoir un physique de go muscu ou... Ça dépend pour quelle personne, mais pour moi, cette période, c'est que je voulais vraiment avoir un physique taillé, en fait. Et en fait, prouver quelque chose, déjà à moi-même, mais il y avait une part aussi de montrer aux autres, écoutez, moi, j'ai changé, je suis plus le petit Julien, et
regardez comment je suis bien maintenant. Il y avait un petit peu ce truc-là, même si je voulais pas me l'avouer au début quand même. Je l'avoue. Il est en train de me mettre une petite cartouche. Mais arrête. Tu fais le malin, mais... C'est moi qui vais rigoler à la montée après. Vous connaissez qui fait le malin, la tombe en ravin? Bah, c'est exactement lui qui a l'écran. Mais ça, c'est de la petite montée progressive. Profite. Et on a fait le parti de pas prendre de bâton en plus. C'est quoi, je suis pareil comment on a compris, mais c'est pas grave. C'est pas moi qui pisse derrière. Moi, j'ai déjà bu une flasque de 400 ml, toi t'as rien bu. Ah, je l'ai sifflé là. On est à 5 km, on a fait un peu plus de 200 mètres de dénivelé déjà. Donc voilà, alors le but c'est pas de performer sur Non, cette c'est du kiff. c'est du kiff, c'est que du kiff. Pour l'instant, ça va. Mais si je peux rajouter un truc, sortez de votre routine, ça fait du bien mentalement. Je viens là être dans un élément que je connais. Enfin, c'est pas que je connais pas, mais qui est différent, ça fait trop du bien. C'est vrai que t'es aussi d'une génération où t'es encore plus né dans les réseaux sociaux que moi, et malheureusement t'as parlé de comparaison et c'est clairement ça, on se construit autour de ce qu'on voit et on pense que c'est une réalité et on va dire un goal à atteindre d'être comme ça, et si t'es pas comme ça, c'est que t'as raté quelque chose. C'est ça, et malheureusement, c'est ce côté un peu plus sombre des réseaux sociaux. C'est si t'es pas dans la norme ou si t'es pas comme tout le monde, t'es considéré comme différent, dans le bon ou dans le mauvais sens. Et c'est le côté un peu nocif des réseaux sociaux, la comparaison. Ouais. Et tu me parles de cette période, donc le Covid, où tu fais un peu de sport avec ton papa, tu fais du sport pour toi. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? T'avais quel âge pendant le Covid? J'avais, si je dis pas de bêtises, je devais avoir 16-17 ans. Ouais. Si je dis pas de bêtises, à vérifier. Mais je crois qu'on est good. Et puis je faisais du foot en parallèle, c'est vrai que je l'ai pas dit, depuis que je suis petit, je suis quand même bien sportif, je fais du foot depuis que j'ai 5-6 ans, donc ça 4-5 ans même, donc ça a toujours été une passion et ça toujours maintenant d'ailleurs. Et c'est vrai que l'élément déclencheur, il a été lors d'un match en fait où je me suis blessé. Et puis les médecins m'avaient dit à ce moment-là écoute Julien, tu pourras pas faire de sport pendant 3 mois. Concrètement, je m'étais blessé au poignet. Donc une blessure qui est assez bizarre au foot parce que généralement on se blesse aux jambes, quoi. Et puis je m'étais dit c'est un peu vous voyez cet élément déclencheur qui a fait que panique à bord, pas de sport, prise de poids, directement le physique que j'ai eu, au revoir quoi. Au revoir. Tu as pris du poids pendant cette période? Justement pas, c'était la période où j'ai commencé ma descente aux enfers, la descente au poids sur la balance. Et puis après je me suis direct mis dans un mood là maintenant tu peux plus faire de foot, commence la course à pied et puis commence à faire bien attention à ce que tu manges parce que tu vas faire un peu moins de sport vu que t'as plus le foot. Oui. Puis au final sans m'en rendre compte j'en faisais bien plus parce que j'allais courir au début 1-2 fois par semaine, après tous les jours. Avec ta main dans le... Avec ma main dans le bloc, évidemment. Voilà. Bon ça à la limite je pense que tout le monde le ferait, mais là c'était vraiment devenu un extrême. Et puis au début j'allais 10 km par jour, après des fois j'allais 18-20 km par jour en réduisant petit à petit mes apports journaliers. Et donc puis il y avait une stratégie. Il y avait clairement, tout était calculé, mais après je suis tombé dans ce cercle vicieux. Et puis d'ailleurs les personnes qui sont atteintes ou qui ont été atteintes par cette maladie sauront de quel cercle vicieux je parle. Et une fois qu'on est engrainé dedans, c'est impossible d'y sortir s'il n'y a pas un déclic. Oui. Puis là j'ai commencé, c'est parti là. Tu parles de ce fameux cercle de compensation, restriction, craquage. Exactement. Oui. Exactement. Et puis moi je suis tombé en plein dedans. Donc pour moi vraiment c'était si j'avais pas couru mes 20 bornes par jour ou pas fait mon cardio ou mon vélo n'importe, parce qu'à l'époque je faisais aussi du vélo d'appartement pour compenser ce que je mangeais, en fait je me disais t'as pas fait ton sport, t'as pas le droit de manger. Comment tu vis ce 12 au kill? Très bien, en bonne compagnie, bon paysage, je me régale. On est à 8 km avec 500 mètres de dénivelé déjà. Donc on arrive bientôt à mi-parcours. Comme on a prévu un petit peu près 1000 mètres de dénivelé. Non, 1000 mètres, tout rond. J'ai mal au mollet. T'as mal au mollet? Ouais. Oh ça va ça. Ouais, t'as vu? Regardez ça aussi là. Mais on les voit pas, je les ai cachés. Je les ai cachés aujourd'hui. On le dit, l'anorexie, c'est la maladie du perfectionnisme. Ça tourne autour de beaucoup de rituels, que ce soit autour du sport. Donc toi, on l'a compris, ton moyen de compenser, c'était la restriction des apports plus une pratique sportive, on va dire très corsée, quoi. Nocive, voilà. T'en faisais beaucoup. Et puis, comme tu le dis, si tu pouvais pas aller courir, si tu pouvais pas compenser, je mangeais pas.
Tu mangeais pas. En fait, l'anorexie, c'est vraiment une maladie autodestructrice. La chose qu'on recherche, en fait, c'est à perdre du poids, coûte que coûte, peu importe qu'on y laisse la santé ou pas. C'est une maladie qui est tellement traître et qui fait mal parce qu'en fait, on est dans un cercle un peu de mal-être. Et dans ce mal-être, on s'y sent bien. Oui. Je sais pas si toi, tu sauras aussi de quoi un peu je parle. On se complète, on se conforte là-dedans. Et c'est horrible, hein. Oui. C'est horrible à dire comme ça. Oui, hein. c'est vrai, c'est vrai. Bien dans son malheur, mais c'est la triste réalité des choses. C'est beau, ça fait plaisir. Ça va, t'as mal aux jambes? Les mollets un peu, ouais. La cartouche d'hier n'y est pas pour rien. La cartouche d'hier. Et toi, t'aimes bien souffrir. Ouais. Faire des sessions Aerox et puis après venir Ouais, j'aime bien. avec moi à la montagne. On va descendre un peu enfin. On est à 10,5 kills et 800 de D+, déjà. En fait, peut-être qu'on va faire plus que 1000 de D+, je suis en train de dire. Yeah. Ouais, je me disais, ton 1000, il est gourmand, là. C'est une grosse arnaque, en fait. Attends, c'est magnifique, là. Pour ceux qui connaissent, on fait le parcours de la X, la 21. Ça pique. Enfin, comme ça, notre petit Juju, l'année prochaine, on pourra le faire en officiel. Eh oui, je suis chaud. Hein. Tu fais avec moi. Je te serre la pince, après, je le fais. Un jeu à qui perd gagne. Allez. Putain, la chambre, c'est vrai que... Il fait vraiment. Comment tu gères, là, l'effort, pour l'instant? Plutôt bien, bah en fait, je me cale à ton rythme, mais ça me va bien. Pour l'instant, ça va plus vite. À mon rythme médiocre. C'est vrai que pour le coup, c'est deux sports complètement différents. Hein. L'habitude de la route, c'est de courir. Regardez la montre. Là, la montre, elle te sert juste comme GPS. Le lièvre et la tortue. Il y a, je dirais, une espèce de satisfaction malsaine à se voir maigre, sec, Sentir dessiné. ses os. Oui. Je me rappelle, ma marraine, elle m'avait dit, ouais, mais je connais quelqu'un qui a fait de l'anorexie. Quand elle se voyait maigrir, elle se sentait bien. Puis moi, je disais, mais c'est pas le cas. Et puis en fait, bien sûr que c'était le cas. Il y a un peu une espèce d'euphorie là derrière. Ouais. J'ai atteint encore un poids un peu plus bas. C'est une maladie qui est extrêmement compétitive aussi parce qu'on veut toujours voir le poids encore et encore plus bas. Puis à chaque fois que je me pesais, en fait, je me pesais des fois 2 fois par jour. Ouais. Je l'ai pas dit avant, mais 2 fois par jour. Et puis dès que je voyais le poids un peu baisser, j'étais trop fier de moi. Puis le lendemain, je me disais, demain, il faut qu'il y ait 1 kilo de moins sur la balance. Des fois, même j'arrivais au point où je buvais plus d'eau. Ouais. Attends, je me suis rendu compte que j'allais pas tenir longtemps, donc j'ai quand même pu continuer à boire. Mais pour le lendemain, avoir cette satisfaction de voir un chiffre plus bas sur la balance. T'avais reporté ta fierté personnelle à il faut que je perde du poids. Exactement. Et ça, c'était une manière pour toi d'être fier de toi-même et peut-être de combattre aussi un petit peu les critiques négatives sur ton physique que t'avais reçues du passé. Exactement. Puis en fait, à chaque fois que je me voyais un peu maigrir, je disais, bah, les autres, ils pourront maintenant dire que je suis normal. Un besoin d'être dans la norme, hein, quelque part. Ouais. Ouais, parce que ça Pourtant, m'avait... la norme, c'est pas être maigre. C'est ça, C'est ça qui est fou, c'est que c'est être dans la norme, mais c'est quand même être mieux que les autres quelque part, puisqu'on Ouais. nous a dit qu'on n'était pas assez bien ou trop comme ci ou trop comme ça. C'est ça, et c'est tout le problème de cette, enfin pas que de cette maladie, mais moi j'avais envie de prendre cette revanche sur, ok, j'avais envie qu'on dise, ah ouais, t'es maigre, pour plus entendre, bah ouais, t'es un peu enveloppé, si on peut se permettre. Alors que j'ai jamais, on pourra mettre quelques photos, je t'enverrai quelques photos que tu pourras transmettre, mais j'ai jamais été gros en fait. C'est marrant, moi Bah j'ai non, le je même me- sentiment que toi pour mon histoire personnelle, hein, et Je me pourtant, revois et je me dis, mais en fait, ça allait. t'es top quoi, t'étais Ouais. bien. Quand on a cette pathologie-là, il y a aussi ce qu'on appelle la dysmorphophobie, Ouais. qui est le fait de ne pas réussir à se voir réellement tel que l'on est. D'ailleurs, on exagère toujours tous ses propres défauts. J'ai l'impression hein, que Ouais, clairement. on se voit, quand on se voit, je vais employer le terme, hein, gros, on ne l'est pas forcément en fait. C'est Mais ça. c'est l'image qu'on a de nous, ou du moins ce qu'on a. Tu vois, si pour toi un physique idéal, ça ressemble à X, bah si t'es pas comme X, bah ça sera jamais suffisant et tu seras toujours trop. Regardez comme c'est beau. Oh la quétale. Deuxième pipi. Ouais, 3, non, 2. Deuxième, ouais. C'est magnifique. On a vraiment de la chance avec le temps. On va attaquer la dernière montée. Qu'est-ce que t'as dit il y a 2 secondes? Je sens pas mes jambes, je suis trop bien. Mais mytho. Non, je sens un peu mes jambes là quand même. Ça commence à monter, hein. On arrive gentiment au 1000 de D+. T'as combien sur ta montre, toi? 907, 6. Hé hé. Je t'ai dit, on va arriver à 980. Je rentre pas chez moi tant qu'il n'y a pas les 1000. Ah oui. Je
comprends. Moi, ma phrase, c'est mets-toi dans un rythme que tu peux tenir. Ouais, bah. Parce qu'en fait, il faut être capable de relancer à chaque fois après, dans des bourbiers comme ça. Là, les vacances, je pense qu'ils sont utiles. À fond la caisse, ouais. Et après, on va commencer à attaquer la descente. Premier bout assez raide. On vous filmera ça. Et puis après, descente progressive aussi. Assez roulante. Pas régressive. Donc tu vas kiffer un peu. Tes parents, ils te voyaient t'autodétruire ou pas? Oui. Quel rôle ils ont joué là-dedans? Mes parents, ils ont joué un rôle déterminant parce que c'est eux un petit peu qui ont vu je m'excuse du terme, mon autodestruction, quoi. Les premiers, ils étaient les premiers spectateurs, hein. Oui. J'aurais préféré qu'ils voient autre chose, mais malheureusement, ça s'est passé comme ça. Ou heureusement plutôt, parce que c'est ce qui m'a construit finalement. Et puis c'est vrai qu'au début, ils comprenaient pas. Et mon papa qui est un peu plus dans l'écoute et dans la discussion, essayer de rentrer avec moi en dialogue. Ma maman, c'était très différent. Elle avait beaucoup plus de peine à me voir me détruire et ça rentrait dans le conflit en fait avec moi parce qu'elle pensait que au début je faisais un peu exprès en mode qu'elle se rendait pas compte. Papa un petit peu plus parce je sais pas, parce qu'ils sont différents dans tous les cas mes parents, et c'est normal. Mais du coup, ça rentrait dans le conflit, et puis même certains de mes proches se rendaient pas forcément compte. Puis me disaient mais il a qu'à manger, quoi. Est-ce que tu penses que ta maman, elle pensait que tu le faisais pour attirer l'attention, peut-être? Non, ça je pense pas du tout. Non. Mais elle se disait mais en mode mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Pourquoi il mange pas? Pourtant je cuisine bien, et maman, si vois ça, tu cuisines très bien d'ailleurs. Mais ouais, je sais pas, c'est venu toute la particularité de cette maladie finalement, c'est qu'on comprend pas forcément certaines choses, quoi. Je te disais au tout début de la vidéo que c'était une maladie où il y avait beaucoup de rituels, et on a parlé des TOC. Est-ce que tu souhaiterais nous en dire un peu plus sur ces Alors, TOC? des TOC, au début, moi je pensais que c'était des trucs normaux, et en fait c'est les médecins, ils m'ont demandé t'as des TOC, Julien? Et puis au début je disais non, et en fait mes parents ils disaient bien sûr que t'en as. Et puis parce qu'on était ensemble chez le médecin, j'essaie de se souvenir, par exemple quand tu manges et qu'il y a une porte qui est ouverte et que tu dois absolument aller la fermer pour continuer de manger, ou réchauffer 3 fois ton assiette parce que sinon tu manges pas. C'est des trucs qui peuvent paraître anodins et bêtes, tout simplement débiles. Mais finalement ça l'est un petit peu, mais on se rend pas compte. Et je sais pas d'ailleurs ça d'où ça vient, mais c'est des TOC qui viennent. Je pense que ça rassure les TOC. Peut-être. Puis ça te permet peut-être j'ai même pas envie de dire de te rendre compte de ce que tu fais, parce que c'est pas forcément le terme, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que moi je trouve que ces tocs et ces rituels, c'est quelque chose qui enferme. Ouais. C'est pas une maladie. Si tu le fais pas, t'es mal. Ouais, c'est ça. Et c'est pas une maladie, une pathologie qui te fait aller vers le monde, hein. Concrètement parlant, on pourrait penser qu'on le fait pour montrer au monde tel que l'on est, mais en fait, au final, c'est une maladie qui isole et qui rend vraiment seul. T'avais des amis à ce moment-là? Oui, j'ai eu toujours le même cercle d'amis d'aujourd'hui. Ça a pas changé, ça a pas changé. Et si vous regardez ça encore, gros cœur sur vous. Au début, ils le prenaient pas forcément très bien parce que c'était dans la phase où ils comprenaient pas forcément ce que je vivais, parce que j'en parlais pas, j'allais plus les voir, je sortais plus du tout avec eux. Alors que moi, de base, je suis quelqu'un qui aime rigoler, qui a cette joie de vivre en moi, et à ce moment-là, je l'avais plus. Même mes traits du visage, ils étaient très fermés, je souriais plus, j'avais plus cette énergie. Toi qui souris pas. C'est un truc de fou. Ça m'interpelle parce que c'est vrai que t'as toujours la banane, même sur tes stories qui ventent, qu'il pleuve, qu'il neige sur ton vélo, tu souris tout le temps. Donc c'est vrai que Julien, sans le sourire. Je l'avais perdu, et puis tout le monde se disait, mais là, parce que moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé faire le fou, j'ai toujours eu cette énergie un peu débordante, et là, j'avais perdu ça. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte, mais il y a quelque chose qui va pas. Et ils m'ont soutenu de A à Z dans cette période, mais au début ils comprenaient pas, comme mes parents. Tu te souviens aujourd'hui du poids le plus bas que tu as atteint? Moi carrément, je faisais 1m83, 83 pour les Français, et je faisais 49 kilos. Ouais, ce qui est un poids quand même relativement... C'est un petit peu léger, quoi. Bon, on a fait 13 km, non plus, 14 bientôt. Presque 14, 1000 de D+, record personnel pour le J. On n'y est pas encore, on y est presque. Mais on va attaquer la descente. Ça va être. C'est là qu'on va rire ou pas? Moi je vais. Non, je sais pas, on verra. Je dis rien parce que. Tu fais le malin. Je me porte à poids. Je t'ai dit quoi avant? Tu fais le malin, tombe dans le ravin. Eh ouais. C'est du kiff. Ah non, c'est magnifique. Franchement, on est trop bien là. Bon, toi, t'as rien mangé encore? J'ai pas. T'as bu une petite flasque. 2 flasques.
Et là, on va attaquer la descente, donc ça va être assez épique, je pense. Est-ce que, question un peu bizarre, mais tu te prenais en photo ou pas du tout à cette période-là? T'avais une satisfaction peut-être à faire ça ou pas? Oui, alors je crois que je l'ai jamais dit, mais en fait pendant que je mangeais, j'aimais bien des fois prendre des photos de mon ventre, voir si pendant que je mangeais mon ventre gonflait pas. Et ça fait partie d'un détox rituel aussi. Que je n'ai pas mentionné. Je crois que je l'ai jamais dit en plus. Ouais. Moi aussi, j'avais un malin plaisir à me prendre en photo sous tous les angles pour voir en fait mon corps dépérir hein, quelque part. On va utiliser le terme. Hein, peut-être que j'avais pas l'impression que c'était ça à l'époque. Cette satisfaction que tu avais après, je pense, à voir la photo. Oui, de dire ah ouais, je suis encore un peu plus maigre, on voit encore un peu plus mes abdos. Ah, on voit mes côtes là, trop stylé. Ouais, c'est ça. Et puis c'était aussi un indicateur de ah c'est bon, je grossis pas. Ouais. Je suis sur la bonne voie, quoi. Mais c'est vrai que se prendre en photo, moi, je trouve ça quand même... Maintenant, avec du recul, je me dis, waouh. Surtout pendant que tu manges. Je mangeais. Ouais. Donc, à savoir qu'à cette période-là, je mangeais quasiment plus avec mes parents non plus. Parce que, en fait, quand on me voyait manger, je culpabilisais un peu aussi. Ouais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé. C'était pas une honte, mais j'avais peur. Puis par exemple, des petites remarques toutes bêtes qui peuvent paraître anodines aussi. Si tu mangeais à ta faim, qu'on dise ah ça fait plaisir, tu manges bien. Positive qui, pour nous dans notre tête, ont une tournure totalement différente. Ouais. Mince, t'es en train de rater ton objectif quoi. Merde quoi. Ouais, tu exactement. C'est alors que ça part d'une bonne intention. La seule petite complexité du terrain, c'est que comme il a plu ces derniers jours, ça peut glisser un peu. Ça glisse ton Everblast On verra. Donc. Tu passes devant ou je passe devant? Une gazelle. Tu vois, les petits virages, on y va tranquille à ce rythme. Comme ça, tu tombes pas. Tu vas tout tranquille. Voilà, c'est bien. Petit pas, petit pas, petit pas. Oh sans tomber. Ouais, nickel. Est-ce que t'as déjà mangé toi manger en regardant une vidéo de quelqu'un qui mange un truc hyper savoureux? Mais ça, je l'ai fait des dizaines de fois. Ouais. En fait, j'essayais de combler ma faim en regardant des vidéos. Un truc complètement insipide et en fait, tu regardes un gars qui mange un burger. Il mange 10 000 calories avec des Oreos et tout. 10 000 calories challenge. Et puis en fait, sur mon Insta, mais ça, je te l'ai pas dit non plus, que des trucs de bouffe. Ouais. Mon algorithme était rempli de trucs de bouffe. Vraiment rempli de trucs de bouffe. C'est un truc de ouf. Je regardais ça en buvant du thé pour combler ma faim. Je me rappelle, j'ai des images qui reviennent, ça fait longtemps que j'ai pas eu ces images en tête. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a aussi ce qu'on appelle le trouble de la potomanie, qui est le fait de boire beaucoup d'eau, beaucoup de liquide pour combler justement une satiété qu'on n'a pas. Et malheureusement, en fait, quand on est dans l'anorexie, on va consommer beaucoup d'aliments comme des légumes, des fibres, donc énormément de fibres, ce qui fait que tu vas avoir le ventre complètement gonflé parce que c'est complètement pas digeste. Et en fait, ton cerveau, tu peux pas le tronquer. Ça veut dire que si tu manges 4 kilos de salade, il sait que nutritionnellement parlant, ça vaut rien. Donc, t'auras toujours faim, en fait. Non, t'auras toujours faim. Parce que nutritionnellement parlant, ça te comble pas. Un petit peu boueux. Donc, on va faire attention quand même parce que bon, t'as pas forcément des chaussures méga adaptées, très chères. Mais on va y aller tranquillement. Hein. Comme je lui ai dit, le but, c'est pas tellement l'allure qu'on va avoir sur la course, c'est plus le fait d'arriver en entier. Oh là là. À tous les coups, je vais me péter. Non, mais ça va quand le chemin il est lisse, tu vois. Oui, lisse. Tu vas voir quand il est lisse. Tu vas voir. C'est la mort. Ah ouais, non, mais là, tu vois. Putain, non, mais ça, là. Ça, arrête de mettre ta montre sur pause. Ouais, je fais pas exprès. Ça, c'est ta. J'arrête, je touche plus. Quand c'est trop lisse, ça glisse. Hein. Mais... Ah là là. Et puis, tu vois, là, faut vraiment faire gaffe avec les feuilles. En fait, si tu cours vite, je pense que ça va. Parce que si tu fais trop de petits pas... C'est un bon apprenti trailer. Ouais, bien apprenti pour le coup. Et attention à toi. Ça va mal finir. Tu t'es tordu? Faille. Oh là. Non, mais... Si même moi je glisse, voilà. Notre ami Julien il va avoir très très peur. Mais tu vois, quand tu t'es encastré... Oui, les descentes, c'est pas trop mon truc. Ah bah je te jure que si, pourtant, hein, c'est pas là où je suis la meilleure. Et tu vois, quand tu t'es fait 60 bornes et que tu dois descendre par là... T'es moins lucide en fait. Bon là, j'étais assez lucide sur la course en vrai. Ah, attention à toi. Je te dis, je veux pas courir là. Oublie pas de mettre ta montre sur pause. Hein. Non, je rigole. Est-ce que, je pense que tu as déjà eu des crises alimentaires? Crise, pas forcément,
Mais non, je crois que j'ai jamais fait de crise. T'as jamais eu de crise où tout à coup ton corps il se met en... J'ai eu des pulsions, mais que j'ai toujours contrôlé. Ah, t'as toujours réussi à contrôler tes pulsions. J'ai jamais déglingué un paquet de biscuits ou 5 paquets de biscuits ou un pot de Nutella. Je sais que je connais. J'avais déjà entendu des témoignages. Oui, je suis rentré. Ça, c'est plus la boulimie, des crises de boulimie. Oui, exactement. Ouais. C'est ça. Je voulais Où tu pas vas m'avancer sur un truc te que je goinfrer connaissais pas, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Ouais, non, ça, je l'ai jamais. J'ai toujours contrôlé, mais j'avais cette envie des fois de déglinguer n'importe quoi. Ça, c'est un truc que je trouve incroyable dans ton témoignage aussi, c'est que moi, pour être passé par là, j'avais vraiment des fois des moments où je perdais le contrôle et où je pouvais ingurgiter une quantité de nourriture absolument interminable, quoi. Et ça, c'est ton corps qui réagissait parce que oui, tu qui réclame pas assez, parce qu'il est quoi. en mode survie. Ouais. Et c'est soit il mange, soit il meurt en fait au bout Ouais. d'un moment, ou alors il va avoir des gros soucis. Et je trouve fou que tu aies réussi à avoir le mental de tenir en fait. Après peut-être que d'une personne à une autre ça change, hein. Je pense que ça peut se manifester sous plein de formes différentes, mais c'est vrai que les crises de boulimie, les crises compensatoires, c'est très violent, hein. Alors là, on arrive à une petite intersection, donc on a fait un peu un bout chiant. Ah, ouais. T'as aimé? Non. Non, oui, non, c'est juste, j'ai peur. C'est spécial, hein, quand même. Ouais, le trail, quand on connaît pas. Ouais, bah ça fait un peu. Là, d'habitude, moi avec mes parents, je suis en randonnée pédestre tranquille. En randonnée pédestre. Et là, on va bifurquer sur ce que j'appelle une descente progressive dans mon langage. Donc ça descend un petit peu. Il y aura pas mal de racines malheureusement pour toi, mais on va essayer de le faire propre, sans tomber. D'ailleurs, vous avez encore les petits drapeaux de la Swiss Peak. Là, en fait, j'emmène Julien sur la dernière partie de la course que j'ai faite. Donc c'est ce que je lui expliquais quand t'as fait plus de 60 km et que tes derniers kilomètres, c'est genre ça. Non, mais c'est l'enfer. T'as intérêt à être lucide en fait sur la course, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention où on met les pieds. Chose que je suis pas en train de faire, donc je vais ranger mon téléphone. Peut-être ce mental, comme tu l'appelles, c'est peut-être celui-là que j'ai pour pas abandonner au 32e d'un marathon, d'un Ironman quand tu casses complet. On va en parler de ça. C'est peut-être ça, je crois. Mais juste avant de parler de ça, j'aimerais bien que tu nous racontes une anecdote que tu as vécue, que tu m'as confiée juste avant. Je trouvais que c'était assez fou. Ouais, c'est fou, ouais. De se dire que ça t'est arrivé. Donc, est-ce que tu veux bien nous la partager? Allez, c'est parti. C'est en fait la maladie est arrivée à un stade tellement important. J'étais arrivé à un poids tellement bas, vraiment considéré comme mise en danger en fait, et j'ai été faire un contrôle chez le médecin parce que je devais voir le médecin du coup plusieurs fois par mois pour faire des contrôles sur mon poids, voir si je reprenais du poids convenablement, ce qui n'était évidemment pas le cas puisque rendez-vous après rendez-vous, le poids chutait, donc et à un moment donné ils ont dit stop, et puis j'avais un rendez-vous de prévu chez le médecin un jour un peu banal, et j'ai pas été à ce rendez-vous, c'est mes parents qui avaient été parce que Et tu devais y aller? Moi, je devais y aller, mais Ouais. j'y ai pas été parce que faut savoir aussi quand on est un peu pris dans cet engrenage. Toi, je sais pas comment tu l'as vécu. On va pas forcément au rendez-vous. On skip un peu les choses qui nous semblent pas importantes pour nous parce que pour nous, à part le contrôle sur notre corps, il y a plus rien qui nous importe, un peu si on le veut. Oui. Et puis là, le plan, c'était que chez le médecin, il me garde après pour m'hospitaliser. Mais tu savais? Je le savais pas. Ah, tu savais pas. Mes parents étaient au courant parce Ouais. que. Et c'était un peu un piège, ils voulaient. En gros, c'était un traquenard, quoi, Ouais, si on veut. d'accord. Et ça, Traquenard tu y es même pas allé en plus. que j'ai failli échapper, ben non, Ouais. c'est pas comme ça. Du coup, c'était pour éviter justement cette situation. Puis un matin, comme ça, mes parents revenaient, enfin mon papa revenait du rendez-vous, sans moi évidemment, et moi je me préparais à aller promener mon chien. Et là, on sonne à ma porte. Et puis c'est mon papa, et là j'entends ouais Julien, je suis désolé, on t'avait prévenu que ça allait arriver si ça allait pas, quoi. Puis là j'ouvre la porte de ma salle de bain, je vois 2 médecins, 2 flics. Je fais waouh, qu'est-ce qui se passe? Bonjour Julien, on est désolé, on va devoir t'embarquer à l'hôpital. T'es maintenant sous PLAFA. Le PLAFA, c'est quelque chose qui est signé par un juge de paix, si je dis pas de bêtises. Oui. Qui t'oblige en fait à être hospitalisé tant que t'es pas dans une situation qu'ils estiment vivable. Décence. Ouais. Donc ils m'ont embarqué dans une voiture banalisée, ils m'ont amené à l'hôpital. Et ça, tu l'as vécu comme une trahison, vite fait, ou? Oh ouais, c'était le pire jour de ma vie. C'est la première fois, petite anecdote, que j'ai vu mon papa pleurer. Ça t'a quand même touché, ça, je pense. Ça m'a beaucoup touché, et parce que ouais, rien que d'en parler, j'ai pas de mots pour décrire ce que je vivais à ce moment-là. J'ai encore l'image en tête. Et puis après ils m'ont amené à l'hôpital, et moi je pensais que j'allais ressortir le soir même. Ouais. Et en fait je suis resté 1 mois à l'hôpital.
Waouh. Ce qui peut paraître peu, mais c'était les semaines les plus, enfin le jour le plus dur de ma vie déjà. Ouais. Et puis en fait, en arrivant à l'hôpital, j'avais deux solutions en gros. Soit écouter ce que mettaient en place les médecins pour guérir au plus vite, reprendre ce poids qui me manquait pour sortir de l'hôpital et finir le job à la maison. Soit aller à contre-courant de ce que me disaient les médecins et au final peut-être que là je serais encore à l'hôpital. Et j'ai joué le jeu tout de suite. J'ai switché en mode, j'ai switché direct. Le lendemain, après la première nuit, j'ai dit maintenant c'est pas toi vs les médecins, c'est toi avec les médecins contre la maladie et tu fais ce qu'ils te disent. Et au début c'était dur. Très très dur même, mais j'ai eu ce switch et j'ai vraiment cette discipline de me dire ok, maintenant tant que t'as pas le poids adéquat pour sortir, focus. Qu'est-ce que tu penses de ce début de descente? C'est carré. Comme quoi? T'as dit un truc très juste avant par rapport à l'allure en... Ceux qui disent ouais les trailers ils vont lentement, 9, 8 au kill, même plus, bah, venez faire du trail. Il est presque essoufflé là. Va courir, hein. Non mais c'est même pas une question de cardio, c'est la technicité du terrain. C'est impressionnant, hein. C'est abusé vraiment, mais là tu fais pas attention, moi je suis dans le lac. Hein. Ouais, puis bon là en plus en caméra je trouve que c'est pas trop représentatif, mais c'est vrai que d'une course à une autre, le terrain il est vraiment très très variable quoi. Et je pense que cette discipline-là, c'est là que je l'ai créée parce que beaucoup de personnes me demandent, avec mon parcours qu'on va aborder après, comment t'as cette discipline pour toujours aller t'entraîner, toujours garder le sourire, même quand il pleut, toujours trouver le moyen d'aller t'entraîner et tout. Ben en fait, je pense que cette discipline, elle s'est construite là, pendant cette phase à l'hôpital où je me disais, ok, tant que t'as pas réussi, tu continues de t'acharner. Puis c'est un peu la même chose maintenant, tant que t'as pas réussi, il faut t'acharner-toi sur le travail. Donc ta famille, ton déclic quelque part. Clairement. C'est des fois, enfin on se rend pas compte, mais quand on est là-dedans, on fait souffrir les gens qu'on aime et notre famille, surtout s'ils en ont conscience, parce qu'il y en a qui sont très forts pour cacher aussi. Mais je pense que quand tu as une relation aussi assez proche avec tes parents, on ressent aussi le mal-être de l'enfant et c'est vrai que il y a beaucoup d'incompréhension en fait de la part des proches, surtout si c'est des proches qui ne l'ont pas vécu, parce que je pense que si on leur posait la question là maintenant, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Je suis quasiment sûr que 80% des gens qui me connaissent, on comprenait pas. Incompréhension. Et tu t'en avais, en plus, je pense que tes parents étaient ouverts à la discussion. Oui, clairement. Et c'est ça le problème, c'est qu'on veut pas parler non plus. C'est que moi, pour moi, tout allait bien. Ouais. Je voulais pas rentrer dans la discussion et dire ce que j'avais sur le cœur. C'est marrant, tout va bien. Je te disais tout à l'heure, le déni, ça protège. Parce que quelque part, au fond de toi, je pense que tout au fond, tu le sais, mais tu veux pas l'admettre. Ah non, je savais très bien que je me détruisais au fond de moi. En fait, je m'en rendais compte sans m'en rendre vraiment compte, mais je voulais pas assumer que ça allait pas. Et même moi, j'ai été faire quelques jours à la montagne chez mes grands-parents, puis ma mamie elle me disait mais Julien, on voit bien, ça va pas, dis-le nous. Mais non, ça va et tout. Et puis elle a appelé ma maman, mais Julien, il est malade, il y a un truc qui va pas quoi. Tu m'as dit que c'est ta grand-maman qui avait parlé de l'anorexie pour la première fois. C'est ma mamie, ouais. Qui a parlé de ça pour la première fois. Et au début, quand elle en parlait avec ma maman disait mais arrête, c'est juste une phase un peu plus compliquée, il grandit et tout. Et je pense qu'au début, on voulait pas accepter on voulait pas y croire. Non. Ça descend enfin, ça déroule ma poule. C'est descendre. 5,30 d'allure, 5,25. C'est pas mal. Ça commence à être un peu excitant pour toi. Ça va, tu commences à kiffer. Non, mais je kiffe depuis le début. Pas de cheville tordue encore? Touche du bois, c'est bien. Ah oui, là il y a quelques petits rochers, on fait bien attention, mais on arrive enfin sur du roulant pour monsieur, et je suis assez intéressée de savoir la différence. C'est vrai que quand tu fais du tri, tu passes du vélo à la course, et puis là de passer de la montée à la descente et de relancer à chaque fois. Curieuse de savoir ta différence de ressenti par rapport à l'effort. Quand tu relances, en fait, tu sens que tu as été impacté quand même avec la montée. Tu sens que tu es un peu moins frais mentalement aussi, du coup il faut faire attention. Et encore, la lucidité. La lucidité, ça fait entre guillemets que 15 Et en plus, t'as pas beaucoup mangé. Hein. J'ai rien mangé. Ouais, donc ça Ne aussi, faites c'est une erreur, voilà. Ne Ne faites pas comme jus. Mais moi, c'est que le triathlon, le half que j'ai fait l'année dernière, moi, je trouve que vraiment la transition en vélo course à pied, c'est... Moi, j'ai l'habitude. Ouais, ça ne fait plus rien. Pas toi, quoi. Moi, je pensais que c'était impossible. Je pensais que cette maladie n'était pas possible chez le garçon, chez l'homme.
Ah, c'est vraiment juste l'homme, genre pour toi, pas possible chez l'homme, mais par contre chez la femme, oui. Ouais, je sais Tu pas. pensais que c'était une maladie de C'était fille. une étiquette. J'ai collé une étiquette à la maladie en mode c'était pour les filles, pas pour les gars. Ouais. Et du coup, en plus, je pense que ça te mettait encore plus mal de Dans dire. la honte. Ouais, J'avais dans la honte honte, alors exactement. que sur le moment, hein, maintenant c'est plus du tout le cas, mais Ouais. c'était ouais un sentiment de honte, de déni un peu. La majorité des gens avec qui je discute qui ont des troubles alimentaires, ils me disent que justement, quand ils mangent, ils se cachent. Parce que c'est un peu assumer qu'on fait quelque chose qui est pas bien, pas bon pour nous, quoi, alors que c'est pas le cas, mais. Parce que je pense aussi quand on est pris dans cet engrenage, c'est comme notre identité. Puis on se rend pas compte que on est dans un truc tellement malsain en fait, c'est un truc de fou. Vas-y. On dirait pas, mais je vous jure que c'est quand même impressionnant. Hein. Il veut absolument finir la sortie avec 1000 mètres de D+. Hein. Moi je les ai déjà, il lui en manque 4. C'est fou. Ce qui m'a vraiment impressionné dans ton parcours, c'est, on va parler de cette quête personnelle. Tu as employé le mot quête tout à l'heure quand on discutait. Et comme on l'a dit, hein, le titre de la vidéo, c'est de l'anorexie à Ironman. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, un Ironman? Déjà avant de parler de ce sport fantastique, ça a été un peu ma renaissance, si on veut. C'est ce qui m'a permis de me reconstruire un petit peu. Et puis déjà l'Ironman c'est quoi? C'est du triathlon, plus principalement longue distance, où le but c'est de parcourir 3,8 km de natation. Après c'est 180 km de vélo, 180. Je précise toujours aussi maintenant. Exactement, parce qu'après on me dit ouais, mais attends, ça veut dire quoi? Et puis un marathon, on enchaînait 42 km. Ouais, 42 kills, rien que ça. Une petite balade de santé, si je peux me permettre. Puis le but c'est d'enchaîner les trois de manière consécutive. Exactement. Ouais. Sur la même journée, parce que sinon c'est pas drôle. Ouais. Et pour toi, Ironman c'est quoi? C'est le super-héros? Ouais, pour moi quand j'entendais Ironman avant c'était quelque chose d'impossible. C'est pas pour rien que le slogan de la marque Ironman, c'est du label, c'est rien n'est impossible. Anything is impossible, je crois. Exactly. Je dis pas de bêtises, ouais. Goût d'accent, hein. Exact. Yes. L'accent bien, ce que j'allais dire. L'accent bien vaudois, là. Oui, c'est ça. Et puis, ouais, pour moi, quand j'entendais ça, c'était un truc vraiment réservé uniquement à l'élite de ce sport ou à des gens qui faisaient ça depuis toujours, quoi. Et tu t'es dit, qu'en accédant à ça, ça serait une belle revanche? Je me suis dit, moi il me fallait, en fait j'ai toujours fait du foot et puis à cette période-là où j'ai entendu parler du triathlon et de l'Ironman, j'étais un peu dans cette phase où je faisais un peu de muscu, je faisais du foot, Tu savais pas trop. Je savais pas trop, j'avais pas vraiment de quête en fait, j'allais m'entraîner en muscu mais j'avais pas d'objectif, c'était juste prendre soin de moi et ça me suffisait mais pas en fait. Au foot, j'avais perdu un peu ce goût de la compète parce que c'est un sport collectif, j'ai toujours un monstre plaisir à voir mes copains de foot, c'est un truc qui changera pas ça. Mais j'avais perdu ce plaisir en fait d'aller au foot tout le temps, de me battre pour quelque chose qui au final tu gagnes un match, ouais, tu gagnes 3 points sur une saison, mais au final on n'avait pas vraiment de quête de monter en ligue supérieure, on jouait le bas de classement, enfin il y a rien d'intéressant quoi. Toi t'es attiré par le haut niveau. Je sais pas si je pense pas être attiré par le haut niveau, mais j'avais besoin d'aller chercher quelque chose que j'ai jamais ressenti. Ouais. À travers ce que j'avais pas ressenti à travers le foot depuis que j'étais né en fait. Et laisse-moi deviner, t'es allé vers tes parents et tu leur as dit je veux faire un Ironman. Comment ils ont réagi? Alors, je vais employer des mots un petit peu vulgaires, pardonnez-moi. Mon papa il me regarde, il fait mais t'es con ou bien? Ou bien? Maman elle était là mais elle a rien dit, elle a rigolé. Ils avaient pas peur que tu replonges en fait dans tes troubles? Parce qu'en fait au début ils savaient pas ce que c'était. Ouais. Moi je savais pas mais ce que quand tu leur as dit ce que c'était, ils se sont pas dit ouais mais t'as pas peur de faire ça pour compenser? Pas tout de suite. C'est venu plutôt après. J'en parle juste après. Mais au début mon papa me disait mais t'as jamais nagé ta vie, t'as même pas de vélo, tu cours, tu cours 10 km mais c'est tout quoi. Bah ouais, je vous le dis, dans un an je vais faire l'Ironman de Nice. Et je me suis inscrit à l'Ironman de Nice. J'avais jamais fait de natation à ce moment-là. Et je courais un petit peu et puis j'avais pas de vélo. Donc je savais que à ce moment-là, fallait peut-être commencer à. Je me suis dit tant que je suis pas inscrit, je vais pas le faire. Puis en plus, ce que vous savez pas, c'est que Julien, c'est quoi, 1 an de préparation? Mais c'est pas un Ironman, c'est 2 Ironman complets et 2 half. 2 half et 2 triathlons olympiques. Ouais. J'ai fait un half l'année dernière du coup à Vichy. Ouais.
en 2024 du coup. C'était mon premier triathlon. Et petite anecdote, je devais faire le triathlon olympique de Lausanne avant de partir sur la longue distance. Et j'ai pas pu le faire parce que le matin de la course, on a mis mon vélo dans la voiture. On a fermé à clé la voiture et en fait la clé est restée dans la voiture. Waouh. Donc j'ai pas pu faire le triathlon parce que le vélo est resté dans la voiture. On a dû appeler le TCS qui vient nous dépanner et tout. On pouvait plus ouvrir la voiture. Bref. T'as ressenti quoi à ce moment-là? J'ai trouvé ça un peu rageant quoi. Frustrant quoi. Mon papa il s'en voulait parce que c'est lui qui a fermé la voiture Oh et qui a laissé les clés. Il s'en voulait. Je dis papa, ça fera des trucs à raconter. Puis au final, c'est ce qui m'a fait inscrire au Half de Vichy un mois après. Donc le half, pour ceux qui savent pas, c'est la moitié d'un Ironman. Ouais, exactement, les moitiés des distances. Et ce qui reste quand même un triathlon costaud pour un premier, quoi. Oui. Surtout après 2 mois de prépa. Je ne conseille à personne de faire ça. Hein. C'est la plus grosse des conneries. Moi, je l'ai fait parce que je suis un fou. Et puis, au final, c'était mon premier triathlon. Et petite anecdote, c'était un truc de malade mental. Les émotions que j'ai ressenties avec la finish line, sur la finish line de ce premier Ironman, même c'était pas un full, mais pour ceux qui en ont déjà fait, vous savez de quoi je parle. Le tapis rouge à la fin, l'ambiance, le public, le speaker qui harangue la foule, etc. Et puis à ce moment-là, c'était le début d'une peut-être longue aventure avec le triathlon. Et petite anecdote encore, c'est la deuxième fois que je voyais mon papa pleurer. Je sors du parc à vélo après avoir récupéré mon vélo après la course. Puis là, je le vois et puis moi je le regarde avec la médaille. Moi, je commence à pleurer. Puis il me regarde, il fait comment t'as fait ça? J'avais fait moins de 6 heures en plus, un truc de fou parce que j'avais pas de référence. Ça faisait 2 mois que je faisais de la natte et du vélo. Puis il explose en larmes et tout. Puis c'était la deuxième fois que je le voyais pleurer. Et c'était l'anecdote, je trouvais quand même incroyable à raconter. Et là, t'as ressenti de la vraie fierté. La fierté, mais pas forcément par rapport à la course en elle-même, mais par rapport au parcours. Ok, il y a 1 an, j'étais à l'hôpital quoi. Oui. Je pouvais pas faire de sport. Et puis là, je me retrouve à faire des triathlons, des efforts sur plus de 5-6 heures. Puis à la fin, je me disais, mais dans 6 mois, je fais le double. Ah, ok, va falloir un petit peu se mettre les bouchées doubles, comme on dit. On le dit toujours, hein, c'est le chemin qui est important et encore plus quand on prépare un Ironman parce que c'est 3 disciplines différentes, c'est beaucoup d'entraînement. Tu t'entraînes combien d'heures par semaine à peu près? Actuellement, on va dire que je suis entre 20 et 25 heures, ce qui est costaud. Mes plus grosses semaines, j'ai fait du 28 heures. C'est énorme. Et là, maintenant que tu es redescendu un petit peu, comme tu as terminé ta saison, tu es à combien? Ouais, je suis autour des 20 heures en ce moment. Et tu le vis bien, cette différence? Enfin, c'est déjà beaucoup, hein, quand même, 20 heures, mais... Ouais, enfin, en fait, ça varie des fois. La semaine dernière, j'étais à 22 heures, tu vois. Après, je me prends pas la tête. J'ai mon plan d'entraînement qui est structuré par mon coach. Mais après, des fois, par exemple, moi, je suis très dans la vivacité. Si un pote me propose d'aller faire une sortie vélo, même qui était pas dans mon plan, je vais pas refuser, moi. Je suis quelqu'un qui me laisse un peu vivre. Puis tant que j'écoute mon corps, si je sens que j'ai pas de douleur, etc., je vais me faire ce plaisir-là. Et du coup, le sport d'endurance, c'est un sport qui demande quand même pas mal d'investissement personnel et de temps, bien évidemment. Mais qu'est-ce que ça a changé avec ton rapport alimentaire? Mon rapport alimentaire, je pense que j'ai vite compris que si je m'alimentais pas assez, la nourriture c'est le fuel, c'est notre énergie, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait performer aussi. Puis il y a qu'à voir sur une séance vélo par exemple où je mange pas assez les 2 derniers jours, je vais le payer cash direct. Moins d'énergie, moins de les watts qui descendent, la fréquence cardiaque qui descend aussi parce que le corps il est fatigué, tu le ressens tout de suite. Donc t'as compris vraiment que la nourriture c'était le carburant. Moi c'est marrant, c'est aussi je pense le trail perso, ça m'a aussi beaucoup aidé à sortir de ça et à comprendre qu'en fait mon corps il a besoin et c'est ok et ça a pas de répercussions en fait sur mon physique. C'est clair parce qu'en plus je pense que en te restreignant. Oui, en te restreignant. Je pense qu'en te restreignant même parce que ça peut faire peur de se dire ok je vais devoir manger des calories à l'effort pendant qu'on s'entraîne, ça peut faire peur, ça a rajouté des calories en plus de mes repas, parce qu'il y en a, on m'a dit, qui sont déjà tombés un peu dans ce cercle-là. Je sais pas si t'as déjà été touché par ça pendant que tu t'entraînais, de dire ok là je m'alimente,
mais ça va me rajouter des calories et tout. Au début, moi, j'ai eu ces petites pensées, hein. Oui, après je pense que bon là maintenant moi je pense que je suis vraiment loin de ça parce que j'ai fait un gros travail par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand tu commences à sortir de ça, des fois, t'as un petit peu des petites pensées qui reviennent sur le tapis. Ouais, mais là, si je vais pas faire ma sortie aujourd'hui, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du sport d'endurance, puis encore plus les femmes, hein, nous, on a un cycle hormonal qui est bien différent du vôtre. Enfin, vous avez pas de cycle comme nous, mais on va avoir des périodes dans le mois où on va avoir beaucoup plus faim. Et en fait, faut juste te dire que c'est ok et que si ton corps il a faim, ben faut pas être en résistance avec ça. Ça m'a beaucoup apporté le sport d'endurance pour ça. C'est juste de me dire, ben si t'as faim, mange. Écoute-toi, ouais. Parce que c'est quand tu manges pas, quand tu t'écoutes pas, qu'il y a des comportements chelous qui interviennent et puis qui font que tu vas dans des extrêmes qui sont pas bonnes pour toi. Tu regardes un petit peu le physique des autres sur l'Ironman ou pas, par simple curiosité? Ouais, le physique des triathlètes, on va dire un physique un peu type, c'est faut dire pas de physique type. On voit tellement de choses différentes, grands, petits, secs, musclés. Je vois maintenant des gars qui font du triathlon. Comme Bazinga par exemple qui a fait un Ironman, ou les Eric Flag et tout, ils ont des physiques quand même bien costauds, quoi, très 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 solides. Ils arrivent quand même à faire des Ironman et à être mine de rien assez bons. Donc après ça me marque pas forcément. Mais une anecdote folle que je pourrais raconter, c'est le premier full à Nice, mon premier Ironman, ça a été le moment le plus, je pense, où j'ai vécu le plus d'émotions depuis que j'étais sorti de ces troubles du comportement alimentaire. Ça a été vraiment un mélange de... J'inviterais tout le monde à s'inscrire un jour à une course comme celle-ci pour vivre ce genre d'émotion, l'énergie de la course le matin, tu te lèves à 4 heures, tu manges des trucs qui n'ont pas de sens, tu bouffes des flocons d'avoine à 4 heures du matin, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Et l'énergie que ça t'apporte. Mais l'anecdote qui m'a le plus marqué, c'est d'avoir réussi à me qualifier au championnat du monde sur mon premier full Ironman. C'est incroyable ça. C'était un truc et je m'y attendais pas. T'as pas d'écouteurs sur un triathlon. T'as pas d'écouteurs, c'est interdit. Contrairement en trail, on peut, mais t'es vous seul avec pas, toi-même, avec tes pensées. Ça m'avait marqué l'année dernière sur le vélo. Qu'est-ce que je m'étais ennuyée au bout d'un moment. En plus, j'étais toute seule. Tu sais, t'as pas de public, t'es là, t'es tout seul et puis tu t'entends souffrir en fait. Ouais, c'est long, surtout 180 km, c'est pas rien, hein. C'est pas rien. C'est juste le tour du lac Léman, mais. C'est juste le tour du lac Léman. Juste ça, et puis tu fais juste un marathon après. Exactement. C'est impressionnant. Je te disais, je trouve que sur les réseaux sociaux, on a tendance à tellement banaliser la distance, alors que en fait c'est un truc de fou, quoi. Il y a la majorité des gens qui ne courent même pas. Donc, il y a des gens qui s'entraînent toute leur vie pour un marathon, et t'as des gens qui le font après 180 km de vélo et 4 km de nage. Je trouve ça un peu insolent. Vite fait. Non, je le dis, on est quoi le 4 octobre 2025. Je sais pas quand, mais un jour je courrai ce marathon sur Ironman en moins de 3 heures. En tout cas, n'hésitez pas à ajouter Julien. Toi, je crois que c'est sur Instagram que t'es le plus actif. Sur Instagram et YouTube aussi. Ouais, je mettrai tes petits réseaux juste en bas ça pour fait que les plaisir. gens aillent s'abonner et découvrir un petit peu ton travail. C'est cool. Comme je l'avais dit, moi, un truc qui m'a marqué chez toi, d'ailleurs, tu m'enverras une petite vidéo de ça, c'est vraiment des fois, il pleut, t'es sur ton vélo, mais tu souris tout le temps. Ouais. Et je trouve que c'est génial, en fait, de transmettre ça. Et j'aime beaucoup la beauté du parcours, comme quoi, on peut parfois pas forcément bien démarrer. Et en fait, au final, avoir sa revanche, devenir un Ironman, trouver cette quête, ce truc qui nous anime, et déporter justement son attention de la maladie et arrêter de la nourrir. Ouais, c'est clair. Et en fait, pour moi, quand on a trouvé cette petite quête, une quête qui va indirectement compenser en fait ce qu'on envoyait dans la maladie, il y a quelque chose qui va te construire et non te détruire. Une phrase moi qui est toute bête, c'est en fait le sport, la course à pied m'a autant détruit que construit, si on regarde les choses. Oui, c'est vrai. Parce que je me détruisais avec, et puis maintenant, et tu parlais de l'inquiétude de mes parents aussi vis-à-vis de ça, c'est que maintenant, c'est vrai, quand ils me voient m'entraîner beaucoup, c'est ouais mais tu manges assez, hein. Ouais. Et puis dès qu'ils voient que je perds un peu de joue comme ça, parce qu'en ce moment vu que je suis une période après compétition, j'ai encore pas récupéré toutes mes plumes, mais ils s'inquiètent beaucoup sur ces périodes-là. Mais après je leur réponds écoutez, que moi je suis dans mon truc et je sais que si je mange pas suffisamment, je peux dire au revoir à mes performances, et je peux accueillir mauvaise performance, blessure, mauvais sommeil, et ça c'est terrible pour un athlète. Mais c'est bien que tu aies conscience que la blessure au final peut vraiment te ralentir et t'empêcher de
de progresser, quoi, littéralement. C'est clair. Et un dernier truc que j'aimerais aborder avec toi, c'est est-ce que tu as l'impression que tu seras satisfait un jour? Je pense pas. Je sais pas. Je peux te le dire, on en discutait avant. Quand je réalise quelque chose comme ça, je regarde en arrière, je me dis waouh, je suis fier de ce que j'ai accompli depuis que j'ai eu ces problèmes ou depuis que je suis petit, mais il y a toujours ce mais. Voilà, finalement il y a encore tout à apprendre et tout à faire. J'ai encore tout devant moi, donc pas s'enflammer. Et l'insatisfaction, je pense, sera toujours un peu présente, mine de rien. Mais au final, est-ce que c'est pas cette éternelle insatisfaction qui fait que on progresse? Bah, je pense que oui. Il faut pas tomber dans l'extrême non plus. Ouais. Pas se dire ok, on regarde ce qui se fait à côté. Ok, je suis une bouse à côté parce que je fais pas autant que lui ou j'ai pas les mêmes perfs. Mais après, la comparaison, ça peut être autant positif que négatif. Mais ça peut t'apporter ce petit truc en plus de dire ok, lui il en est là aujourd'hui. Moi, si j'en suis là aujourd'hui, je peux y arriver, mais encore mieux si ça se trouve. Et c'est toujours ça peut te pousser à être meilleur aussi. Moi, je le dirais toujours, ton pourquoi il est important. Si tu le fais pour les bonnes raisons, ça peut que bien se passer. C'est ce que je dis aussi aux personnes que j'accompagne avant qu'elles fassent une course. Quand tu as un manque de motivation, ma question c'est pourquoi tu as commencé? Pourquoi tu as commencé? Rappelle-toi pourquoi tu as commencé et surtout fais-le pour toi quoi. C'est un peu mon dicton aussi, pourquoi tu as commencé et fais-le pour toi en fin de compte. Exactement. Et si tu devais, pour clôturer ce podcast, donner un conseil aux jeunes hommes qui peut-être souffrent de troubles alimentaires, d'anorexie ou même de surpoids, parce que pour moi ça touche le physique quand même, c'est quoi pour toi le meilleur conseil pour se sortir de ça? Pour moi, il y a un truc en particulier qui va te relancer dans une spirale peut-être négative, voire vers la guérison, c'est l'acceptation. Parce qu'avec l'acceptation, tu vas pouvoir être capable d'en parler par la suite aux personnes qui veulent t'aider. Sans cette acceptation-là, tant que tu n'acceptes pas la situation, que tu n'acceptes pas que tu es dans une situation qui te fait souffrir, dans une situation qui n'est pas confortable pour toi, qui te détruit, tu n'auras pas la capacité d'en parler derrière. Et donc au final, si tu n'en parles pas et que tu restes dans ton coin, personne ne te comprendra, personne ne pourra t'aider. Et tu pourras jamais réellement te sortir de cette situation. En tout cas, c'est mon point de vue. Ouais, sincèrement, je pense que c'est une volonté personnelle. On peut pas aider quelqu'un qui a pas envie d'être aidé. Ce déclic-là, il doit venir de soi. Et moi, c'est ce que je trouve magnifique si vous suivez un peu mon parcours sur cette chaîne YouTube et le parcours de Julien, c'est de se trouver un objectif qui est autre que nourrir la souffrance ou nourrir la maladie. Et il faut être prêt sincèrement à avoir cette démarche de dire si je le fais, c'est parce que je m'aime et c'est pas parce que je me déteste. Exactement. On en a parlé de ça aussi avant. Exactement. Mais sincèrement, ton pourquoi, encore une fois, il est super important. Touran. On a fait un petit semi-Touran avec 1000 mètres de dénivelé. Qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, c'était le kiff. Mais mine de rien, je faisais le fou, mais là je suis un peu cuit là. Mais ça va, c'était cool. Effort différent. Effort différent, c'est vrai que la gestion d'effort c'est pas la même sur un semi. Je pense sur un ultra comme ça doit être hyper usant. Oui, ouais. Genre, mentalement surtout. En fait, c'est la gestion d'effort ou est-ce que ça vaut la peine de courir là pour me faire tuer ensuite dans la montée ou la descente, enfin. Parce qu'au début, elle a dû me calmer. Je partais en montée, là, je courais comme une. C'est vrai qu'il a fait un peu le malin au début. Ouais, ça va. Je m'en suis pas trop mal sorti. Donc, prochaine sortie de prévue, parce qu'il y en aura une, ça sera 26 km avec 1800 mètres de dénivelé. Je lui ai prévu un truc très très simple. Ça va être. Là, faudrait que je mange, sinon l'hypo va me guetter. Ah, là, tu seras obligé de manger. Et je trouve ce qui est intéressant aussi, c'est que qu'on a un peu le même, finalement, un parcours qui est totalement différent, mais assez similaire, où on a trouvé chacun notre quête, comment se reconstruire à travers le sport, à travers aussi ce qu'on fait à côté. Et je trouve que c'est génial de discuter avec des personnes comme toi et de pouvoir en faire profiter à plus d'un. Ça, je trouve que c'est trop la classe. C'est super important et vraiment moi c'est vrai que ça fait un moment que maintenant je partage sur mes réseaux par rapport à la pacification alimentaire, le fait de renormaliser son rapport à l'alimentation, puis de donner la place à l'alimentation qu'elle mérite dans nos vies, c'est-à-dire une fonction physiologique et plaisir et pas forcément qu'une quête de contrôle et de perte de poids, parce que malheureusement c'est trop bien souvent détourné de sa fonction principale. Et c'est vrai que c'est le message que je veux faire passer. Et en tout cas, super plaisir d'avoir pu échanger avec toi sur ce sujet. Plaisir, du coup, on se retrouvera l'année prochaine sur l'Ironman. Sur l'Ironman de Nice, objectif sub 10 heures.
On te le souhaite en tout cas, et on aura aussi le plaisir de se retrouver. Alors ça, vous le savez pas encore, mais sur l'Aerox de Genève, on va tous les deux se prendre une grosse correction. On va se prendre une méga cartouche, mais ça va être rigolo. C'est ça, exactement. Les deux en solo, hein, Combien mais d'entraînements Aerox toi à ton actif? T'en as un fait seul quelques-uns? pour Un seul tester, juste pour voir. Zéro. J'ai jamais poussé un sled, ça va être marrant. Je l'ai fait quand même pour avoir une idée des règles, parce que j'avais pas envie d'arriver non plus comme une touriste. Et je peux prendre des pénalités en plus, je crois. Ouais, si c'est tu- ça. Je pense que le truc qui va être vraiment chiant, c'est se battre avec tous les arbitres pour passer, tu Ouais, sais. ouais. On va dire, il faut pas faire ça comme Ouais, ci, comme ça. je mise tout sur la course. Ouais, bah, t'as dit que tu misais combien sur le... Non, mais j'en sais rien, en fait. Je disais 3,30, t'as mais dit ça. 3,30. 3,30 au kilomètre, mais en fait, je pense que c'est démesuré, hein. On verra bien, mais je suis curieuse de voir si tu vas réussir à tenir ce chrono. Spoiler, je ne pense pas. Moi, j'aurai l'occasion de voir cet exploit. Ou cette caisse monumentale. On va partir du principe que ça va bien se passer. Oui. Je vous mets en tout cas en description tous les réseaux sociaux de Julien. Encore une fois, c'était un grand plaisir de t'avoir sur ce podcast. Merci à toi, plaisir 100% partagé, comme j'ai dit tout à l'heure, un grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis écoutez, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo ou un prochain épisode de podcast. Bye bye. Let's go!